Cette annexe a pour objet d'observer les phénomènes qui, dans le cadre de la conjecture de Goldbach, génèrent l'impossibilité qu'il n'y ait pas un certain nombre de couples de premiers dont la somme vaut un nombre pair quelconque, puis de montrer que cette observation en tant que telle est en fait inexploitable. Ces phénomènes pris isolément sont assez facilement perceptibles. C'est l'effet de leur conjonction et des interactions qui en découlent qui devient rapidement trop complexe que pour être décrite, formulée ou explicitée. Les trois exemples relativement simples qui suivront se proposent de l'illustrer sous un angle de vue qui devrait nous permettre, sinon de saisir totalement la complexité de cette mécanique, au moins d'en appréhender partiellement les principes. Mais auparavant, nous allons tenter de comprendre comment il se fait que dans de très rares cas, le nombre de solutions avérant la conjecture est un rien inférieur au nombre théorique trouvé en appliquant la formule générale donnée fin de l'épisode 2. Et, un bon exemple valant mieux qu'un long discours, observons ce qu'il se passe quand D égale 332. Nous voyons apparaître les multiples de 3 et, dans la deuxième colonne du tableau, 54,7 leur nombre théorique, calculé selon le principe de la formule. Dans la colonne suivante, 55 leur nombre réel. Dans la suivante, 27,3 le nombre théorique d'espaces potentiellement valides restant, donc susceptible d'accueillir deux nombres premiers, et dans la dernière, 27, leur nombre effectif. Puis nous voyons apparaître les H5, c'est-à-dire les multiples de 5 non multiples de 3. Attention, le nombre dans la deuxième colonne 10,9 n'est pas le nombre total des H5, mais uniquement le nombre de ceux qui théoriquement affectent des espaces encore potentiellement valides. Puis nous observons leur nombre réel, 11, le nombre théorique d'espaces potentiellement valides restant 16,4 et enfin leur nombre effectif 16. Même principe pour les H7, les multiples de 7, non multiples de 3 ou de 5. À ce stade, nous observons déjà une différence de près de 1 unité entre le nombre théorique d'espaces potentiellement valides, 11,7, et leur nombre effectif, 11. Cela tient à la conjonction de deux phénomènes. Les nombres théoriques d'occupation sont tous proches de l'unité supérieure, et, simultanément, le nombre réel atteint à chaque fois cette unité, créant cette divergence plutôt rare, comme nous le verrons plus loin. Mais peut-être que les H11 équilibreront tout ça. Pas de chance. La configuration de la superposition des impairs pour 332 est telle que, au contraire, il y en a un de plus que théoriquement prévu. C'est une question de coïncidence et de borne, phénomène que nous avions déjà eu l'occasion d'observer précédemment. Puis, pour les H13 et H17, les nombres théoriques et effectifs correspondent, même si, avec les H13, on récupère un rien de la divergence. Donc, on se retrouve pour 332 avec un nombre de cas avérés de 1 inférieur au nombre minimum prévu. Heureusement, il nous reste les jokers. En effet, dans l'application de la formule, les nombres premiers générateurs, 3, 5, 7, 11, 13 et 17, ont été comptabilisés comme nombres composés et non comme premiers. Peut-être vont-ils coïncider avec des grands premiers. Pas de chance. La configuration pour 332 fait que les plus grands nombres superposés au premier générateur sont tous composés. Nous constatons que ce léger déficit ne peut advenir qu'exceptionnellement quand plusieurs phénomènes, déjà rares par eux-mêmes, arrivent simultanément et que les effets légèrement négatifs par rapport à la théorie se cumulent. Et pour mieux le comprendre, comparons avec 334. Les deux nombres possèdent des caractéristiques très similaires et le même minimum théorique de solution, 7. L'occupation des espaces par les H3 et H5 est la même dans les deux cas, 66 en tout. Attention, quand on comptabilise l'occupation par des H quelconques dans un tableau complété, il faut les relever non seulement en face des cases restées blanches, mais également en face des cases contenant des H supérieures, ici en face des H7 rouges, H11 mauves, etc. Cela laisse 17 espaces potentiellement valides, soit un de plus pour 334, mais qui compte également un espace de plus que 332. Mais cet espace surnuméraire est déjà un premier joker. 334 étant le double d'un premier, 167, cet espace est et restera valide. C'est pourquoi nous le comptabilisons à part en plus 1,
afin de mieux comparer l'incidence des configurations des 82 espaces restants pour les deux nombres. Voyons maintenant les H7. Pour 334, il n'occupe plus que 4 espaces, et outre notre joker, la distorsion entre les nombres rationnels du compte théorique et les nombres entiers comptabilisant les espaces s'équilibre. Les H11 sont dans la norme 2, alors que la configuration pour 332 en produisait un de plus. Les H13 et 17 occupent chacun une place comme pour 332, mais au total, la distorsion entre les nombres théoriques et entiers joue cette fois en faveur de la conjecture, et à ce stade, nous avons un cas avéré de plus que prévu, sans compter notre joker, alors que pour 332, nous en avions un de moins. Qui plus est, quand on recomptabilise les premiers générateurs comme premiers, 334 offre 2 jokers supplémentaires, 317 plus 17 et 331 plus 3. C'est ainsi qu'on arrive pour 334 à un surplus de 4 cas avérés de la conjecture par rapport au minimum théorique prévu. Les configurations similaires à celles de 334 sont fréquentes, alors que celles de type 332 sont très rares. J'ai relevé une dizaine de cas jusqu'à 1400, soit un peu moins de 1,5%, et à chaque fois avec un déficit de une solution. Bon, il se peut que j'en ai oublié l'un ou l'autre. De toute façon, dans ces cas exceptionnels, l'écart négatif par rapport au minimum théorique obtenu par l'application de la formule reste très faible, tout au plus quelques pourcents. Par exemple, pour 12 812, on trouve 107 cas avérés pour un minimum prévu de 111. Et on peut démontrer que l'effet cumulé de ces singularités simultanées dans ces cas marginaux reste minime et n'a pas d'incidence significative sur les principes ou les conclusions de la démonstration. Mais c'est trop long et fastidieux pour trouver place ici, et je laisse les dubitatifs ou sceptiques s'y atteler. Car cela demande de se plonger dans la complexité des interactions entre les différents mécanismes. Phénomène que nous allons aborder maintenant avec nos 3 exemples, et commençons par les nombres premiers. Quand, dans une certaine zone de l'ensemble des nombres impairs, on observe l'apparition progressive des nombres premiers, comme dans l'exemple à votre écran, leur répartition peut sembler aléatoire. En réalité, elle ne l'est pas. Elle dépend de la conjonction des mécanismes de distribution de tous les multiples de premiers inférieurs ou égales à la racine carrée du plus grand nombre de la zone observée, ici 433. Les multiples de 3 que nous voyons apparaître surlignés en bleu dans notre exemple, les multiples de 5 surlignés en orange, ceux de 7 surlignés en rouge, ceux de 11 en mauve, de 13 en brun, de 17 en vert clair et de 19 en bleu clair. Les nombres premiers supérieurs ne nous concernent pas ici, puisque 433 est inférieur à 23 au carré. La présentation choisie nous permet d'aisément percevoir le mécanisme de distribution des multiples de 3 et des multiples de 5 non multiples de 3, ceux que nous appelons H5. On découvre aussi la logique de distribution des multiples de 7. Par contre, si on ne s'intéresse qu'au H7, donc les multiples de 7 non multiples de 3 ou de 5, il est déjà beaucoup plus difficile de saisir la mécanique de leur répartition. Et cette difficulté ne va qu'empirant quand on observe les H11, puis les H13, les H17 et enfin les H19. En fait, la conjonction de ces différents mécanismes devient vite tellement complexe que très rapidement elle n'est plus formalisable, qu'il n'est plus possible de l'appréhender de façon globale. Dans cette présentation, la disposition des H3 et H5 permet d'aisément déterminer les zones où les nombres premiers ne seront pas. Mais si les algorithmes menant à la localisation des nombres composés restants existent, cela devient vite impraticable et ne permet plus de dégager une logique appréhendable de répartition des nombres premiers dans le reste du tableau, d'où l'apparence aléatoire de leur distribution. Néanmoins, l'observation même partielle de ces mécanismes simultanés nous permet d'entrevoir un des phénomènes qui conduit à toujours produire un certain nombre de couples de nombres premiers au sein
de l'ensemble de tous les couples d'impairs dont la somme vaut un nombre pair D. Nous utilisons comme outil de représentation de cet ensemble de couples deux séries d'impairs consécutifs, l'une croissante, l'autre décroissante, inscrits dans deux lignes de cases superposées. Deux cases superposées constituent un espace et la somme des deux nombres qui s'y trouvent vaut toujours D. Les cases dont on sait qu'elles contiennent des nombres composés sont colorées. De la sorte, même sans afficher les nombres, on visualise aisément les espaces pouvant éventuellement accueillir deux nombres premiers et donc avérer la conjecture. Ils doivent rester blancs, ce sont les espaces potentiellement valides. Voici notre deuxième exemple, déjà abordé dans l'épisode 5, mais présenté un petit peu différemment. On se rappelle que si nous considérons une ligne de 15 cases contenant des impairs consécutifs, a priori, elle devrait contenir 5 multiples de 3 et 3 multiples de 5. Sauf que 1 des multiples de 5 sera nécessairement également multiple de 3, et ce, quelle que soit la zone considérée, ce que nous observons dans ces différents exemples. Ensemble, ils occuperont donc toujours 7 cases sur les 15, en laissant 8 de libres, pouvant potentiellement contenir des premiers. On se rappelle également que quand on superpose deux lignes de nombres impairs, de sorte que la somme des nombres de deux cases superposées que nous nommons espace vaille D, le nombre pair pour lequel on cherche à vérifier la conjecture, lorsque D est multiple de 3, les multiples de 3 se synchronisent dans les deux lignes, offrant deux fois plus d'espace potentiellement valide, 10 dans notre exemple, que lorsque D n'est pas multiple de 3, et que donc ceux-ci ne se synchronisent pas, ne laissant dans notre exemple que 5 espaces potentiellement valides. C'est donc à cette deuxième configuration, la moins favorable, que nous nous intéresserons. Lorsqu'on superpose une ligne de 15 cases à une autre dont les multiples de 3 sont désynchronisés, on pourrait s'attendre à ce que les 7 cases de la ligne supérieure et les 7 de la ligne inférieure puissent occuper ensemble 14 espaces sur les 15, n'en laissant qu'un de libre. Eh bien, c'est impossible. Nous le voyons en rajoutant les multiples de 5 dans la ligne inférieure, sans les synchroniser avec ceux de la ligne supérieure, toujours dans l'idée de garder les configurations les plus défavorables. Dans chaque ligne, sur les 3 multiples de 5, hormis celui déjà multiple de 3, un des deux restants va nécessairement se synchroniser avec un des multiples de 3 de l'autre ligne. Et ça ne peut être celui qui est déjà multiple de 3, puisque les multiples de 3 sont désynchronisés. Autrement dit, sur les 6 multiples de 5 des deux lignes, 4 font en quelque sorte double emploi. Les deux déjà multiples de 3 et les deux se synchronisant avec un multiple de 3 de l'autre ligne, puisqu'ils occupent des espaces déjà condamnés par les multiples de 3. Et il n'en restera que 2, un dans chaque ligne, pour occuper un espace encore vierge, ce qui laisse toujours 3 espaces de libre. Dans ce contexte le plus défavorable, quelle que soit la configuration, sur 15 espaces, outre les 10 occupés par les multiples de 3 non synchronisés, 4 des espaces occupés par les 6 multiples de 5 non synchronisés se confondent avec ceux déjà occupés par des multiples de 3, n'en laissant que 2 pour occuper efficacement un nouvel espace. Nous rappelons qu'un espace est la superposition de deux cases, ce qui nous donne donc en tout 12 espaces occupés et 3 de libres. Nous pouvons encore le constater dans les deux exemples suivants. Voilà comment l'observation de la conjonction des mécanismes de distribution des multiples de 3 et de 5, transposable dans son principe aux multiples des autres premiers, nous permet de comprendre pourquoi il y a plus d'espace pouvant potentiellement avérer la conjecture que ce qu'une simple approche statistique aurait pu laisser supposer. À mesure qu'on s'intéresse aux nombres premiers supérieurs, tout comme pour la détermination de leur emplacement, ce phénomène perdure mais se complexifie rapidement. Voici néanmoins un dernier exemple suffisamment simple que pour en saisir le principe. Observons comment les multiples de 7 d'une ligne interagissent avec les multiples de 3 et de 5 de l'autre ligne. Pour cela, prenons une ligne de 45 cases contenant 7 multiples de 7, possédant le moins possible de double emploi, comme entre 75 et 163, c'est-à-dire seulement 2 qui soient également multiples de 3 et un seul multiple de 5, mais se confondant avec un des multiples de 3.
Quand on superposera cette ligne à une autre, cela laissera 5H7 pouvant potentiellement affecter un espace encore libre, puisque là où se trouvent les multiples de 7 déjà multiples de 3 ou de 5, 105 et 147 dans notre exemple, ces espaces étaient déjà d'office condamnés. Dans l'autre ligne, sur 45 cases, donc 3 fois 15, les multiples de 3 et de 5, comme vu précédemment, occuperont nécessairement 7 cases sur 15, donc 21 en tout, en laissant 24 libres. On peut s'attendre à ce que les 5H7 de la première ligne puissent condamner 5 de ces 24 espaces potentiellement valides. Ce n'est pas impossible, mais seulement dans certaines conditions. Nous le voyons en superposant les deux lignes. Sur les 5H7, si les multiples de 3 et de 5 des deux lignes sont désynchronisés, 2 s'accouplent nécessairement avec des multiples de 3 de l'autre ligne, et 1 avec un multiple de 5, n'en laissant que 2 pour affecter efficacement un espace encore vierge. Bien sûr, si les multiples de 3 et de 5 des deux lignes étaient synchronisés, les 5H7 agiraient efficacement, mais le nombre d'espaces potentiellement valides serait également beaucoup plus élevé. Voyons-le en coloriant les H3 puis les H5 de la ligne inférieure. Comme vu précédemment, cette première configuration ne laisse que 3 espaces sur 15 potentiellement valides, donc 9 sur les 45, desquels 2 seulement seront condamnés par les H7 de la ligne inférieure, ce qui en laisse 7 pouvant éventuellement accueillir 2 nombres premiers. Si nous synchronisons les multiples de 3 et de 5 de la ligne supérieure, certes, cette fois, les 5H7 agissent efficacement, condamnant 5 espaces, mais sur 24 espaces potentiellement valides, ce qui en laisse 19 pouvant possiblement avérer la conjecture. Nous voyons à quel point l'analyse de l'interaction de ces mécanismes est complexe, et nous ne nous sommes intéressés qu'à une observation très partielle concernant uniquement 3, 5 et 7. Une étude exhaustive incluant 11 serait déjà aussi laborieuse que volumineuse. C'est pourquoi continuer dans cette voie est voué à l'échec. Même l'ordinateur le plus puissant serait rapidement dépassé. Quand bien même il existerait et serait doté d'algorithmes relativement économes, de toute façon ce serait vain, puisqu'à partir d'une certaine grandeur, on ne peut même plus déterminer les nombres premiers. Certes, cette méconnaissance arrive à des nombres gigantesques, mais qui sont encore bien petits en regard de l'infini. C'est ce constat qui oriente vers une solution du type « ça ne peut pas ne pas être », qui d'une certaine manière contourne les problèmes en court-circuitant les raisonnements de prime abord évidents et théoriquement corrects, mais qui s'avèrent pratiquement inexploitables. Ainsi, les problèmes des chaussettes et des pots de peinture, tels qu'ils ont été proposés dans l'épisode 3, sont encore résolubles, on va dire, d'une manière classique ou normale. Plusieurs voies existent. Mais imaginons 10 millions de chaussettes réparties dans des lots inégaux de 5000 couleurs différentes, ou bien 1 millier de transferts entre les pots de peinture. Là, à moins qu'on ait soufflé à notre ordinateur de ne s'intéresser qu'au nombre de couleurs ou de vérifier les niveaux des pots de peinture, nous irons pour une fois bien plus vite que lui, car notre réponse sera quasi instantanée. Et cette fulgurance persistera, quel que soit le nombre de chaussettes ou de couleurs, ou d'opérations d'échange entre les pots de peinture. Enfin, pourvu que l'on retrouve les niveaux de départ. C'est exactement ce qui se passe dans notre démonstration de la conjecture. Une fois compris, comme montré dans l'épisode 5, que le principe des cas restants restait toujours d'application, il en résulte un « ça ne peut pas ne pas être » qui perdure quelle que soit la grandeur du nombre d ou des nombres premiers impliqués, menant à cette proportion minimum de couple de premiers donnée par la formule fin de l'épisode 2.